Quand on essaie d'imposer des choses aux autres, là, les autres, ils résistent avec ce qu'on appelle la réactance psychologique. Plus on essaie d'influencer, d'expliquer, de contraindre, etc., plus on a des résistances. Quand il s'agit de soi-même, là, c'est un petit peu différent, puisque si on s'impose quelque chose à soi-même, c'est qu'on l'a décidé. Donc, ce n'est pas de la réactance psychologique, mais la recherche montre qu'en fait, la volonté s'épuise très, très vite, parce que, en particulier, les habitudes, les automatismes sont plus forts que la volonté. Dans mon métier d'éditeur, il m'arrive parfois de lire des livres qui m'enthousiasment complètement, qui me bousculent, qui me font découvrir des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Et c'est le cas de ce livre de Philippe Cordat, qui montre, alors vraiment, ça a été un déclic pour moi, comment emmener un déplacement, un changement. Comment, quand on est coincé, se décoincer. Comment un étudiant qui ne réussit pas, comment faire pour qu'il puisse réussir en 5 minutes. Vous allez voir, ça a l'air complètement dingue, mais c'est complètement logique et scientifique. Car la force du travail de Philippe Cordat, c'est d'établir, avec plein de chercheurs de par le monde, une nouvelle science, une science de ce qui nous permet de nous accomplir, d'agir, de mettre en action nos intentions. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Philippe, je suis vraiment très heureux de vous recevoir. J'ai absolument adoré votre livre, parce que la question que vous abordez, je me la pose tous les jours. Comment passer de l'intention à l'action? Comment réussir à faire quelque chose? On a tous envie de réussir à faire plein de choses, et en général, nos désirs et nos intentions de faire ne fonctionnent pas. Alors sur cette chaîne, j'ai souvent parlé du piège de la volonté, puisqu'on dit tout le temps, si tu veux, tu peux, puis ça, c'est très faible. Mais alors vous avez pris la question à bras-le-corps, de manière vraiment rigoureuse et scientifique. Alors peut-être on peut voir ce que vous soulignez dans votre introduction, les principales approches qu'on a pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose ou se convaincre soi-même de faire quelque chose. Alors la première méthode, c'est la méthode coercitive. Voilà, exactement. Alors d'abord, merci de me recevoir. Et aussi, je veux vous rappeler que c'est un livre que j'ai coécrit avec ma fille, Hélène, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a aussi une grande partie du mérite de ce livre. Donc effectivement, comment finalement faire changer les autres, comment aider les autres à changer? Première façon, c'est de leur imposer. Ou soi-même, on s'impose. Soi-même aussi, on peut être très coercitif envers soi-même. Ou on peut s'imposer aussi un certain nombre de choses, oui, tout à fait. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors, on a cette idée-là. Si je me pousse, si je me mets des règles, si je mets des règles aux autres, si je leur impose, ça va finir par marcher. C'est deux choses un petit peu différentes. En tout cas, ce que dit la recherche, c'est que quand on essaie d'imposer des choses aux autres, là, les autres, ils résistent avec ce qu'on appelle la réactance psychologique, puisque en tant qu'humain, on déteste que d'autres veuillent nous imposer une façon de nous comporter, une façon de penser, ce qui est plutôt sain dans une certaine mesure. Mais donc, plus on essaie d'influencer, d'expliquer, de contraindre, etc., plus on a des résistances. Quand il s'agit de soi-même, là, c'est un petit peu différent, puisque si on s'impose quelque chose à soi-même, c'est qu'on l'a décidé. Donc, ce n'est pas de la réactance psychologique. Mais la recherche montre qu'en fait, la volonté s'épuise très, très vite. S'épuise très, très vite parce que, en particulier, les habitudes, les automatismes sont plus forts que la volonté. Donc, ça ne marche pas bien. La deuxième manière, c'est la récompense, la promesse. Si je fais bien ça, bon, je boirai un bon whisky, ou si tu travailles bien à l'école, on partira faire ceci ou cela, ou alors si vous travaillez bien, vous aurez une prime. Donc voilà, ça semble une solution qui pourrait marcher, et ça ne marche pas non plus. Alors, ça marche dans certains cas, mais globalement, ce n'est pas très efficace. Là aussi, il faut distinguer la récompense qu'on se donne à soi-même, qui, elle, peut fonctionner relativement bien, en tout cas pour se mettre en mouvement sur quelque chose. Et par contre, la récompense qu'on donne aux autres, la carotte, comme on dit, il y a pas mal de recherches qui montrent que ça a des effets indirects qui sont négatifs. C'est-à-dire que ça a été vu notamment sur des enfants, mais on a le même phénomène sur des adultes. Si on fait faire un jeu, un puzzle ou je ne sais pas quoi à des enfants en leur disant si tu le fais, tu auras une récompense, ils le font tout aussi bien. Mais ensuite, si on dit maintenant, tu refais un jeu, s'il n'y a plus la récompense, l'enfant n'est plus intéressé. Alors que s'il a fait le premier jeu sans récompense, il fera le deuxième. Pourquoi? Parce que la récompense met dans la tête de l'individu que c'est sa motivation. Donc en fait, l'individu change de motivation
plutôt que de la motivation pour la tâche elle-même, il va se motiver pour la récompense, alors que si on ne lui avait pas proposé la récompense, il aurait appris à aimer la tâche elle-même. Donc le problème de la récompense, c'est que ça nous conduit à moins apprécier la tâche elle-même. C'est exactement à être ça. un peu trop obsédé par le but et de perdre le plaisir de faire la chose. C'est exactement ça. Voilà. Après, il y a d'autres... enfin, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais la récompense, elle peut motiver éventuellement, à court terme, ponctuellement, si elle est accessible. Si on me dit, tu auras une récompense si tu cours le 100 mètres en 10 secondes, comme je sais que je vais faire, je ne sais pas quoi, 15 secondes, je ne vais même pas essayer de forcer parce que je vois que la récompense est inaccessible. Alors, si on m'avait dit, cours le plus vite possible, j'aurais couru le plus vite possible. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que la récompense, il faut réunir un grand nombre de conditions pour que ça soit efficace. Et ça l'est rarement durablement. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Alors, troisième possibilité qui existe, je dis tout de suite que vous avez une solution, c'est ça l'enjeu de votre livre, parce que je ne voudrais pas que tout le monde soit découragé tout de suite, il y a une solution. La troisième, ouais, c'est l'argumentation. Ouais. Donc ça, on nous apprend beaucoup, comment arriver à convaincre, il y a plein de formations. Pour nous apprendre à argumenter. Donc si vous ne voulez pas faire ce que je veux, peut-être si j'argumente, je vais réussir à vous convaincre. Voilà. Bon, enfin, on le sait bien, et on le sait dans le domaine de la politique et d'autres domaines, les arguments ne convainquent que les gens qui sont déjà convaincus. Mais on ne fait quasiment jamais changer quelqu'un d'avis par des arguments. Ça a même un effet contre-productif. C'est-à-dire, plus vous essayez d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez raison, plus il va lui-même trouver des raisons pour expliquer que c'est lui qui est dans le vrai et pas vous. Donc ça marche très très mal. D'ailleurs, on le voit avec les campagnes de prévention, d'information sur le tabac, et ça n'a jamais empêché les gens de fumer. Mince. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, je n'ai pas de solution miracle. Avec Hélène, nous avons simplement voulu montrer que la recherche ouvre un certain nombre de possibilités qui, de notre point de vue, sont très prometteuses. Donc on est au début d'une nouvelle science. Et alors peut-être faut dire un tout petit mot sur les nudges, parce qu'on oui, a beaucoup parlé des nudges. Que j'adore, puisque je suis très content. J'ai publié le livre chez Pocket il y a de nombreuses années, bien avant qu'ils aient le prix Nobel. Et donc, ça m'avait fasciné, voilà, parce que là, on change complètement de régime. Exactement. Donc, on peut expliquer le nudge qui a eu beaucoup d'impact depuis. Oui. Alors, parce que, en fait, l'idée qu'il y a derrière le nudge, avant de définir le nudge lui-même, c'est que les comportements ne sont pas toujours dictés par ce qu'on pense. Par exemple, si les gens, je sais pas quoi, fument, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas compris que fumer était mauvais. Ça peut être simplement, par exemple, par habitude. Si les gens ne signent pas le papier qui leur permettrait, je sais pas quoi, d'avoir une réduction d'impôt, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le signer, c'est parce qu'ils pensent à autre chose au moment où ils devraient le signer. Donc, il y a tout un tas de comportements de l'individu, finalement, dont les déterminants sont plutôt l'inattention, l'inertie. Bon. Et là, le nudge, ça consiste à trouver un moyen de guider en douceur la personne vers le bon comportement, sans lui expliquer ce qu'il faut faire, sans argumenter pour le pourquoi, sans récompenser, sans menacer de punition, simplement de faciliter la décision. Par exemple, quand dans une salle de bain d'hôtel, on vous dit 90% des clients préfèrent réutiliser leurs serviettes plusieurs jours de suite, eh bien, si je n'avais pas tellement réfléchi, je vais faire comme les autres et je vais poser ma serviette. On ne m'a pas récompensé, on ne m'a pas argumenté, on m'a juste indiqué en douceur. Ou comme la petite mouche qu'on voit dans les urinoirs. Voilà, c'est l'exemple qui a été beaucoup... voilà. Il y a cette petite mouche et ça évite beaucoup que les gens ne fassent pas attention. Ils visent la mouche et on a vu que ça a un vrai impact. Voilà. Alors bon, c'est quand même... C'est évidemment, conceptuellement, c'est absolument formidable, les nudges. Nous, on ne parle pas des nudges dans notre bouquin. Ou alors, il y a l'exemple... aussi dans les cantines scolaires, de placer autrement les aliments, suffit à que les enfants mangent plus de légumes et de fruits. Si les légumes sont plus accessibles, etc., absolument. Il y a plein d'exemples comme ça. Je trouve que l'exemple de nudge le plus marquant, c'est sur les dons d'organes, en fait. Hein. C'est quand vous changez la loi, dans tous les cas, les gens sont libres de donner leurs organes ou non. Il suffit d'écrire sur un papier, même un post-it, vous pouvez donner vos organes ou non. Mais dans certains pays,
Par défaut, vous êtes considéré comme non-donneur. Donc, si vous ne signez pas un papier, on ne vous prélèvera pas vos organes. Et dans d'autres pays, comme la France, il faut signer un papier pour ne pas être donneur. Et donc, vous êtes libre, mais sauf que vous passez de 5% à 95% de donneurs. Pourquoi? Parce que 95% des gens ne feront rien. C'est l'inertie. Donc, simplement en changeant ce qui se passe au cas où la personne ne fait rien, vous pouvez déjà obtenir plein de résultats. Donc ça, c'est les nudges, c'est très intéressant. Alors les nudges, c'est simplement, il y a deux limites qui sont, ça ne s'applique que dans un contexte donné, c'est-à-dire ça ne va pas changer le comportement de la personne en général dans la vie. C'est juste que... Voilà. Ça peut me permettre pour aider les enfants dans la cantine, mais pour réussir, moi, à changer ou à aider mes enfants à changer, c'est plus compliqué de mettre voilà, c'est ça. en œuvre. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les légumes à la cantine, mais quand ils vont manger ailleurs, ça ne va pas changer leurs habitudes, par exemple. Voilà. Et d'autre part, les effets des nudges semblent quand même d'assez courte durée. C'est-à-dire que les gens reprennent assez vite leurs habitudes. Donc c'est une percée conceptuelle absolument géniale, mais ça ne va pas changer le monde. C'est un outil utile pour des pouvoirs publics ou des organisations. Nous, ce qu'on présente, on pense que ça peut... peut-être pas changer le monde du jour au lendemain, mais ça peut y contribuer peut-être beaucoup plus. Parce que là, il s'agit vraiment d'aider des personnes à modifier certaines représentations mentales, certaines façons de voir le monde. Et quand on voit le monde d'une autre façon, on se comporte d'une autre façon, et ce sont des changements qui semblent, d'après les recherches, très durables, voire définitifs. J'imagine qu'on va passer à revue certains exemples. Mais ouais. Donc, voilà, donc ça, c'est l'enjeu. Je l'explique très rapidement, après on va montrer concrètement, mais donc c'est vraiment réinterpréter autrement ce que l'on fait, notre propre vie, notre manière de voir les choses. On peut dire ça. Alors peut-être le pourquoi, pourquoi nous on a écrit ce livre, c'est parce qu'on pense qu'il y a des tas de sujets de société qui pourraient trouver, pas des solutions, mais en tout cas des améliorations, si on exploitait ces recherches à grande échelle, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, dans le domaine du retour à l'emploi pour des chômeurs, dans le domaine de la prévention de la délinquance ou de la récidive, dans le domaine de la santé publique. Il y a plein de sujets de société, et puis bien sûr ça peut s'appliquer à un niveau beaucoup plus personnel et individuel. Mais nous on s'est demandé comment on pouvait, à notre niveau, hein, très modestement, mais proposer des pistes d'action, de recherche, de solutions sur des grands problèmes de société. Donc vous appelez ça des clics, ou parfois reboot. Le reboot, alors ça c'est le mot anglais qui veut dire redémarrage. Hein, donc c'est redémarrage, c'est le déclic. C'est le déclic. Le déclic, c'est le titre effectivement du livre. Et le protocole lui-même, on l'appelait reboot, c'est le nom, on travaille beaucoup à l'international. C'est la notion de nouveau départ en quelque sorte. Hein. On repart sur des bases nouvelles. C'est un terme aussi qui s'emploie au cinéma ou dans les jeux vidéo. C'est une nouvelle histoire avec les mêmes personnages. Alors, peut-être on peut prendre l'histoire que vous racontez pour essayer de montrer comment ça fonctionne. On est au Michigan, il y a un responsable du centre d'appel. Ouais. Alors voilà, il appelle les gens pour faire des dons, parce que l'université fonctionne sur des dons qui permettent de payer les labos et aussi toutes les bourses. Exactement. Il y a des centaines de personnes qui travaillent à appeler, et il a tout essayé. 9 fois sur 10, on leur accroche au nez. 9 fois sur 10, on accroche au nez. Les gens sont démoralisés et on essaie de tout faire pour motiver ces gens à appeler du matin au soir pour demander est-ce que vous voulez faire un chèque pour l'université. Alors, le responsable parle à Adam Grant, qui est qu'aujourd'hui un des grands psychothérapeutes. Une star de la psychologie. Voilà, qui était à l'époque assez jeune, et qui dit « Ah, j'ai une idée, on va faire une expérience ». Alors peut-être je vous laisse raconter. Alors d'abord, il fait une enquête pour voir un peu ce que les gens vont dire. Et là, au fond, l'enquête, c'est tout ce que moi j'aurais dit si on m'avait demandé comment faire. C'est-à-dire, l'enquête, il parle à tous les gens qui l'ont fait. Je crois qu'il y a 2000 messages qu'il reçoit. Et là, les gens disent, bon, moi, ce que j'aurais deviné, améliorons les conditions de travail, si on est dans des meilleurs endroits, qu'on est plus au calme, et puis augmenter la rémunération. Et ce sera ou lier la rémunération, c'est la carotte, ou lier la rémunération au nombre d'appels, aux résultats, etc. Donc il y a la moitié, c'est sur ce qu'ils appellent les incentives, les stimulations financières, l'autre moitié sur les conditions de travail. Tout ça a été essayé et rien n'a en fait marché. C'est dingue, ce qu'on pourrait croire. Ouais. Alors, donc il fait une enquête, et je vous laisse la raconter. Alors, il fait 3 groupes, voilà. Et le premier groupe, on leur fait prendre un livre au hasard, et pendant 5 minutes. La question, c'est, est-ce qu'en faisant 5 minutes de lecture un matin, on peut changer les résultats de la journée? Donc le premier groupe, il prend... Oui, il faut dire, c'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire, l'expérience, c'est est-ce qu'on peut transformer les choses? Alors,
au lieu de prendre la grosse artillerie, d'augmenter les salaires, de changer complètement les lieux, 5 juste minutes 5 de lecture. minutes. 5 minutes de lecture, c'est la notion de déclic, voilà, exactement. Donc premier, ils lisent un livre au hasard. Au hasard, voilà, c'est ça. Et après, bon, alors ce qui est eux, donc leur performance, ça va être le point de comparaison pour les autres. Hein. C'est un groupe témoin, parce que c'est ça le côté qu'ont les Américains de faire beaucoup d'enquêtes pour voir si ça marche ou pas, et passer juste dans des théories et d'essayer de confronter au réel. Exactement. Le deuxième groupe alors, va lire un message qui a été préparé par l'équipe d'Adam Grant, où on explique à ces gens qui sont des jeunes, hein, qui sont des étudiants, qui font ça, hein, combien ce métier-là, qui est tellement dur d'appeler, de dire toujours la même chose du matin au soir, de se faire raccrocher au nez, malgré toutes les difficultés, ça va leur rapporter beaucoup. Et sur le long terme, ils seront contents d'avoir fait ça, parce qu'ils auront développé leur persévérance, leur résistance à l'échec, leur capacité d'argumentation, ils se seront endurcis, ils auront mûri, et véritablement, c'est quelque chose de très très bien pour eux. Donc, ils lisent tout ce texte, et ensuite on met les lignes en marche, en même temps que pour les autres, et on mesure à la fin de la journée les résultats, on compare, et c'est exactement pareil, le texte n'a rien apporté. Mais il y a le troisième groupe. C'est intéressant parce que le deuxième groupe ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que essayer de montrer aux gens l'avantage qu'ils vont retirer eux. Contrairement à une idée reçue, ça, en l'occurrence, là, ça ne donne mais absolument aucun résultat. Et donc le troisième groupe, ils vont lire le témoignage authentique d'un jeune homme qui s'appelle Will et qui explique qu'il est étudiant à l'université. Et lui, il raconte en fait, dans un petit texte très court, que dans toute son enfance et son adolescence, il a rêvé d'être étudiant sur le campus du Michigan. Parce que d'abord, c'est là que ses parents se sont rencontrés. Et c'est là que tous les frères et sœurs de son père ont étudié. Il a toujours rêvé un jour d'être étudiant là-bas. Et puis il explique que malheureusement, un jour, ses parents l'ont fait venir dans la cuisine et la mère pleurait. Ils ont expliqué qu'ils avaient des problèmes d'argent et qu'ils ne pourraient pas lui payer d'études supérieures. Pour lui, ça a été un choc, une déception absolument immense. Et puis quelques temps plus tard, il a appris que il existait pour les bons élèves quelques bourses, et qui étaient notamment financées par les dons des anciens étudiants. Et comme il avait un bon dossier scolaire, il a pu obtenir une de ces bourses, et il est aujourd'hui en 4e année, et il dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette bourse a changé ma vie. Et donc, les employés qui ont lu ça se mettent au téléphone, et à la fin de la journée, ils ont fait 3 fois plus de résultats que les 2 autres groupes. C'est dingue. Ouais. Et c'est pas tout, parce qu'on pourrait se dire c'est un effet d'émotion, les gens sont émus, il y a de l'empathie. Alors l'émotion, forcément, ce n'est pas stable. Donc Adam Grant, il mesure quand même le lendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain, pendant un mois, pour voir comment la courbe va redescendre. La courbe ne redescend pas. À partir du moment où ils ont lu ça, toujours ils vont faire 3 fois plus que les autres, tous les jours. Alors après, il prend un des 2 autres groupes, et il se demande si le résultat serait différent, si les gens, au lieu de lire, voyaient le fameux Will. Donc ils font venir pour juste une partie du groupe, un tiers, et il raconte son histoire voilà, devant les gens, en disant voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi. En 5 minutes. Hein. En 5 minutes, voilà. Ils disent ok, merci, au bout de 5 minutes, il repart. Et là, les gens font 4 fois plus. Et là aussi pendant un mois. Donc ça veut dire qu'on a tous été formés à l'idée que les gens n'étaient motivés que par leur propre intérêt, alors qu'il y a des leviers beaucoup plus profonds, et parfois il suffit d'un déclic. Alors c'est quoi? Alors, pourquoi cette histoire vous parle autant? Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Alors, d'abord, moi j'ai fait toute ma carrière dans le monde des entreprises. Je conseille des dirigeants d'entreprise pour améliorer la performance, etc. Et je trouve que cette histoire montre à quel point on se trompe souvent dans les entreprises sur ce qui vraiment amène les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, je trouve ça absolument fascinant. Après, ce que montre cette expérience, c'est que ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on fait que la façon dont on interprète ce qu'on fait. Si je me dis mon métier, ça consiste à me faire raccrocher au nez toute la journée, c'est sûr qu'au bout de quelques heures, j'en ai rapidement assez. Si je me dis mon métier, c'est peut-être de décrocher un don qui peut-être va changer une vie, et chaque fois que j'ai un petit don, je me dis c'est peut-être un petit bout de ce qu'il faut pour changer une vie, je suis fier de ce que je fais, j'ai des émotions positives, j'ai envie d'en parler avec ma famille, avec mes amis, j'ai envie de faire un effort supplémentaire. Et donc ça montre que si on écrit autrement l'histoire qu'on se raconte, si on modifie l'interprétation qu'on fait des choses qui nous arrivent, eh bien on peut changer profondément dans son comportement, dans sa façon d'être, dans le travail qu'on va accomplir dans la vie et dans tout un tas de domaines de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement d'interprétation,
c'est pas le résultat d'années de thérapie ou d'enseignement, etc. En l'occurrence, il y a des choses qui demandent des années, hein, évidemment. Si vous voulez exceller au piano, vous ne pouvez pas venir d'un seul coup. Mais là, ce sont des choses qui peuvent se faire quasiment d'une minute à l'autre. Alors, vous appelez ça, évidemment, ce troisième groupe, au fond, trouve du sens dans ce qu'ils font. Ouais. Alors que les deux autres groupes, ce n'était pas un sens qui les motivait. Et donc, alors, trouver du sens, donc, on parle aussi beaucoup du sens, mais c'est aussi quelque chose qui est souvent très vague, trouver du sens. Et donc là, du coup, on voit bien, donner du sens, c'est interpréter notre propre existence d'une manière qui va nous permettre de nous accomplir, d'être plus épanouis. Et la question du sens, vous appuyez sur le travail de Frankl. Oui, entre autres, oui. Alors, après, c'est des sujets évidemment très, très, très vastes. Mais qui permettent de comprendre qu'on se trompe souvent sur ce qu'on dit sur le sens. Oui. Alors, on peut accepter qu'il y ait plusieurs façons de trouver du sens dans la vie et plusieurs façons de définir ça. Mais le travail de Frankl, je le trouve extrêmement inspirant parce qu'effectivement, c'est ce psychiatre autrichien qui a travaillé dans le milieu du XXe siècle, qui a vécu d'ailleurs assez longtemps, mais quand il était jeune, qui a été déporté. Il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Et lui-même s'est servi de cette expérience des camps de concentration, parce qu'il a eu la chance de survivre, pour arriver à mieux comprendre encore le comportement humain. Et lui, il avait une correspondance avec Freud, où il disait à Freud, je ne comprends pas votre approche, parce que vous semblez penser que les individus sont finalement dirigés par leurs instincts sexuels, etc. Et lui, Frankl, disait, moi, je crois que ce qui motive tout être humain, c'est le besoin de donner un sens à sa vie, c'est d'avoir un pourquoi. Et c'est ça qu'il avait constaté dans les camps de concentration. Il l'avait constaté avant, mais ce qu'il a vu dans les camps de concentration a conforté cette idée, a commencé par lui-même, puisque quand il a été arrêté chez lui, la seule chose qu'il ait pu emporter, c'est le manuscrit sur lequel il était en train de travailler, où il expliquait comment lui, il essayait de guérir les gens qui souffraient, non pas en leur faisant rechercher des traumatismes dans l'enfance, mais en les invitant à regarder devant eux et à trouver un sens à leur existence. Il a emmené son manuscrit, et quand il est arrivé au camp de concentration, on lui a demandé ce qu'il cachait dans ses vêtements, il a été obligé de montrer qu'il avait des papiers, on lui a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a dit « Écoutez, je vous en supplie, c'est le travail de ma vie. C'est la seule chose que j'ai pu emporter. » Et en fait, le gardien du camp lui a arraché les papiers, les a fait voler, etc. Et lui, il dit « J'ai vu plein de gens qui se sont laissés mourir. Moi, je ne pouvais pas mourir tant que je n'aurais pas réécrit mon manuscrit. » Et donc, il confirmait la pensée de Nietzsche, qui était que l'individu qui a un pourquoi, il peut endurer n'importe quelle épreuve, en fait. Il peut endurer n'importe quel comment. Donc, alors ça, c'est bien sûr dans un contexte dramatique, hein, mais le sens, c'est d'avoir un pourquoi. Voilà. Alors, ça a des applications très concrètes. Par exemple, vous racontez que dans des je sais pas comment on pourrait dire, des accompagnements de parents qui maltraitent leurs enfants, ce petit changement de perspective, cette manière de donner du sens, d'expliquer le pourquoi, peut changer. Oui, c'est même beaucoup plus basique. Là, on cherche simplement à modifier l'interprétation de ce qui arrive. Encore une fois, si on modifie la lecture qu'on fait de la réalité, on va modifier le comportement. Donc effectivement, dans des milieux très défavorisés où il y a des violences intrafamiliales, alors on parle souvent des violences envers les femmes, mais aussi parfois des violences envers des bébés, des nourrissons, parce que dans un petit logement très bruyant, le parent souvent isolé ne supporte plus les pleurs du bébé, n'arrive pas à dormir, etc. Et donc il y a des violences contre les nourrissons. Et ce qui a été fait, ce qui a été expérimenté, mais là aussi avec des études randomisées, on fait des groupes témoins, etc., on fait des statistiques, c'est d'aller voir le parent, ces différents parents, avec juste une question, qui est, donc votre enfant pleure, d'après vous, pourquoi il pleure comme ça ? Et la personne va dire, parfois, il est méchant, il fait exprès pour m'empêcher de dormir. On écoute poliment, on dit, c'est possible. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres raisons ? Et la personne va finir par dire, peut-être qu'il a mal au ventre, ou mal à la tête, ou mal aux dents, etc. Sinon, la personne va suggérer, si vraiment le parent... Mais il arrive parfois que des bébés pleurent parce qu'ils souffrent, ils ont mal. Est-ce que vous pensez que ça pourrait peut-être parfois être le cas ? Oui, effectivement. C'est dingue. Et là, ça change complètement la manière de voir. Ça réduit de 80% les violences. Au lieu de voir l'enfant qui crie « merde, il m'attaque, il m'aime pas », il m'aime pas, etc. Sentiment qu'on ne reconnaît pas, parce que c'est pas moral, parce que tout ça. Donc alors,
on rentre dans tout ce qu'on a vu, la punition, la coercition, les encouragements. Ouais. Là, juste ce petit changement. Ouais, c'est un autre exemple de déclic. On a permis à la personne, c'est elle qui l'a trouvé seule en plus, hein, généralement, de trouver une autre interprétation. Et d'un seul coup, le comportement va changer. Je trouve l'exemple très fort. Ouais. Une autre manière de mettre en application cela, et alors là aussi, c'est surprenant, c'est déconcertant, c'est les cellules psychologiques qu'on met en place après des événements graves. Donc ça s'est mis en place après surtout les attentats du 11 septembre. Et en France, l'attentat du RER à Saint-Michel en 95, c'était avant. Donc on met maintenant des cellules d'urgence médico-psychologiques. Tu vois, on voit chaque fois qu'il y a un problème, il y a une... bien sûr. Donc c'est devenu un automatisme. Et vous dites que ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la recherche, en fait, puisqu'il y a eu là aussi des études randomisées. Vous avez une catastrophe et vous allez mettre une cellule pour la moitié des gens, tirer au sort, et l'autre moitié, vous les laissez à l'hôpital ou rentrer chez eux, et puis vous en occupez plus. Puis après, vous retournez les voir un an après, et vous leur faites passer des questionnaires pour savoir s'ils font des cauchemars, s'ils sont optimistes dans la vie, s'ils sont contents de leur vie, etc. Et vous voyez que ceux qui ont été écoutés à chaud vont beaucoup moins bien que les autres, en fait. C'est dingue. Ouais. Alors pourquoi ? Parce qu'il semble, alors encore une fois, là je rapporte des recherches dont je ne suis pas moi-même spécialiste, mais que le fait de faire parler les gens à chaud de choses horribles qui leur sont arrivées va figer dans leur esprit ces images dans leur forme la plus violente, en fait. Et donc ces images vont revenir les hanter. Et en fait, si on amène la personne plutôt à penser à autre chose, à faire d'autres choses, il y a même d'ailleurs des expériences, on n'en parle pas dans le livre, mais vous savez, ce qui marche le mieux, c'est de... Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile dans les circonstances, mais c'est le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Quand vous faites faire aux gens un Rubik's Cube, on ne sait pas exactement dire pourquoi, mais on s'aperçoit que ça diminue drastiquement les syndromes post-traumatiques, les cauchemars, etc. Sans doute, ça occupe des zones du cerveau qui sinon auraient été occupées à ressasser les images horribles et à les figer. Donc, le problème de l'écoute, c'est l'écoute psychologique. Il semble que ça fige les événements dans leur forme la plus brutale et que les gens aient du mal à s'en défaire. Alors que si on laisse un petit peu la poussière retomber et que plus tard on revient vers les gens, non pas tellement par de l'écoute, mais en leur proposant d'écrire avec le recul, qu'est-ce qui reste de ces événements, qu'est-ce que ça leur a appris, quel est le regard qu'ils portent aujourd'hui sur les choses, etc. Eh bien, ça permet de redonner un sens un peu différent aux événements, avec plus de distance, et de reprendre le contrôle des choses. Ce que vous appelez donc c'est l'exercice de l'écriture expressive, donc c'est à nouveau que quelques minutes par jour, quelques mois après, pas pendant. Exactement. Et là aussi, c'est pas juste... une petite étude, c'est une grande étude qui a été faite sur les vétérans de guerre aux États-Unis, et on voit, même si on ne sait pas exactement encore on ne sait pas pourquoi ça marche. Vraiment, mais ça marche, mais on voit que ça marche mieux que plein d'autres choses. Oui, tout à fait. Mais vous avez quand même une hypothèse, disons. Vous proposez dans le livre une hypothèse. En tout cas, encore une fois, on pense, mais il y a des gens qui ont étudié ça beaucoup plus qu'Hélène et moi, auteurs de ce livre, mais que l'écriture permet de se distancier, de prendre de la hauteur et de donner du sens aux événements, ce dont nous avons tous besoin. Alors, il faut dire quand même que globalement, par rapport à ces catastrophes ou ces choses horribles, malheureusement, on voit dans l'actualité que des gens peuvent être victimes innocentes de choses abominables. On sait aujourd'hui quand même que la majorité des gens vont s'en remettre, et s'en remettre plutôt de façon remarquable. Il y a des gens qui souffrent de traumatisme, mais c'est une minorité. Il y a beaucoup de gens qui, avec le recul, sont plutôt renforcés par les épreuves. Il y a des études assez marquantes là-dessus, qui est que quand vous avez vécu une ou deux tragédies dans votre vie, globalement, vous êtes plus fort. Globalement, vous faites moins de cauchemars. Globalement, vous aimez mieux la vie parce que vous relativisez les petits problèmes. Quand vous avez connu des grands drames, vous relativisez les petits. Et alors que les gens qui ont vécu une succession de trucs horribles depuis la petite enfance, évidemment, eux, sont beaucoup plus traumatisés. Mais les gens qui ont toujours bénéficié finalement d'un certain confort, qui sont passés souvent sont plus fragiles. Ils vont faire plus de cauchemars, vont être plus inquiets, etc.
Donc, C'est très étonnant. Ouais. Mais on peut voir que, disons, la cohérence de ce que vous dites, c'est que cette écriture expressive qui permet d'éviter le stress post-traumatique a à voir avec tout ce que vous expliquez, ce déclic, c'est-à-dire une manière de donner du sens en réinterprétant autrement ce que nous voyons. Le recul et l'écriture permettent d'avoir une autre interprétation des choses que simplement le récit immédiat que l'on fait et qui va figer l'événement sans recul et sous une forme, encore une fois, très violente. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à atteindre mes objectifs ou mes projets? Qu'est-ce que vous me conseilleriez et pourquoi ce qu'on conseille habituellement, vous montrez que ça marche pas très bien, vous rigolez, enfin vous montrez un peu ce qu'on raconte dans plein de livres de développement personnel, américains notamment, c'est ça. Vous montrez à quel point ça marche pas du tout. Mais alors qu'est-ce que je peux faire? Je veux réussir à faire du sport, j'en fais pas. Oui. Alors, il y a plein de recherches là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de recherches là-dessus. Alors, nous, on travaille notamment avec une grande professeure de psychologie qui est allemande, qui enseigne à New York University, qui s'appelle Gabriele Oettingen. Et elle a passé quasiment toute sa vie, elle a près de 70 ans aujourd'hui, à travailler sur ce sujet-là. Comment on peut rapprocher, finalement, l'action de l'intention? Comment on peut passer de... Bon. Et elle s'est rendue compte que quand on visualise la réussite, je m'imagine que j'ai déjà mon diplôme, je m'imagine que j'ai déjà ma médaille, je m'imagine que j'ai déjà arrêté de fumer, etc. Eh bien, en fait, c'est très satisfaisant, mais c'est contre-productif. Parce que le cerveau... que tout le monde nous dit que... On entend, enfin, pas tout le monde, mais tout le discours du développement personnel, tout ça, c'est visualiser ce que vous devez faire, imaginer que ce que vous voulez faire, vous l'êtes déjà vous-même. Ouais. Alors, en fait, les choses sont un petit peu plus subtiles parce que visualiser, imaginer, c'est pas foncièrement mauvais. Mais si on s'arrête là, c'est mauvais. Ça devient bon si immédiatement après, en tout cas c'est le résultat des recherches de Gabriele Oettingen, on pratique ce qu'elle appelle le contraste mental, c'est-à-dire qu'on visualise les obstacles qui, en nous, vont nous empêcher peut-être d'y arriver. Je me vois déjà avoir mon diplôme, mais je sais que je vais sortir avec les copains le soir et que je ne vais pas réviser comme je le devrais. Et donc là, ça crée une tension, puisqu'à la fois, j'ai envie d'avoir ce sentiment de réussite, d'épanouissement, de fierté, etc. Mais je vois quelque chose qui va m'empêcher de le faire. Et donc, dernière étape, c'est que je définis un plan. Par exemple, chaque fois que mes copains me diront « est-ce que tu sors ?» etc., je leur dirai « je finis d'abord mon travail ». Si, alors. Et donc, il y a ces 4 étapes. C'est quel est mon souhait? Je voudrais avoir mon diplôme. Comment je me sentirai quand je l'aurai? Je serai très, très fier. Hein. Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire? C'est que je vais avoir du mal à résister aux demandes des copains. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, chaque fois qu'ils m'inviteront, je dirai, je finis d'abord mes devoirs, je sors après le dîner quand j'ai fini, par exemple. Et ça, c'est une méthode en 4 étapes. Elle appelle ça WOOP, parce qu'en anglais, ça fait Wish, Outcome, Obstacle, Plan, c'est-à-dire le souhait, le résultat, comment je me sentirai, l'obstacle et le plan que je me donne. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres choses à faire si on veut. Non, mais peut-être on peut développer cet exemple-là, donc les 4 étapes. Donc la première. Le souhait. Qu'est-ce que je veux? Quelle est mon aspiration? Donc, je voudrais réussir, par exemple, à faire du sport, que je ne fais pas du tout. D'accord. Donc ça, je vois, je nomme mon objectif. Ou je perds du poids, ou je vais réussir à mon diplôme, ou je veux changer de métier. Ou, voilà. Alors, ça sera plus facile si on se donne un objectif un peu plus proche. Par exemple, faire du sport, c'est moins proche que je vais courir 1 heure tous les dimanches, par exemple. D'accord. Bon. D'accord. Donc, je vais faire un quart d'heure de vélo d'appartement tous les jours. C'est un début, voilà. Comment est-ce que je me sentirais quand j'aurais réussi? Voilà. Donc ça, la personne peut l'imaginer. Je me sentirais fier de moi, ou soulagé, ou moins culpabilisé, parce que je culpabilise de ne pas faire de sport, ou je ne sais pas quoi. Bon, d'accord. Ouais, d'accord. Voilà. 3e étape, c'est l'obstacle, c'est ça? Quel est l'obstacle en moi qui peut m'empêcher d'y arriver? J'aime pas faire du sport. Voilà, j'aime pas, j'aurai pas le courage, je vais me sentir fatigué, il va pleuvoir, je vais me dire je vais pas sortir parce qu'il pleut. Je vais pas résister à un bon gâteau, je vais faire un régime mais je vais pas résister à un bon gâteau. C'est un autre exemple, le gâteau, mais c'est en tout cas... Alors qu'est-ce que... Donc ça c'est mon obstacle. Ouais, c'est ça. Et donc... donc ça c'est les 3 premières étapes. 4e? Mon plan. Si je suis fatigué, si je suis pas motivé, s'il pleut, alors... Donc si je suis fatigué... je vais quand même le faire. Par exemple. Ou alors, si je suis fatigué, je me donne 3 quarts d'heure pour me reposer, et au bout de 3 quarts d'heure, j'ai ma sonnerie et je mets les chaussures, j'y vais, par exemple. En tout cas, ou c'est, si je me sens fatigué, je me dirais,
tu seras content quand tu l'auras fait. Et parfois, c'est juste ça. Hein. C'est si, alors, si eh bien, je rencontre tel obstacle, je me dirai. Et ça crée des automatismes. Et ce qu'a montré Gabriel Oettingen, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire, de prendre des notes, d'afficher. Ça crée un automatisme dans le cerveau qui accroît, alors selon les études, bon, mais en gros, ça va presque doubler les chances, par exemple, de faire du sport. Donc c'est vraiment la clé ici de cette méthode, c'est le si alors. C'est de réussir vraiment tout à l'heure. Moi j'ai eu l'impression que c'est ça, non. Alors, on a eu cette discussion justement avec Gabrielle Oettingen il y a quelque temps dans une réunion de comité scientifique, et elle disait non, parce que elle disait non, la clé c'est le contraste, c'est avoir envie d'y être arrivé. Et de voir qu'il y a un obstacle. Et de sentir qu'il y a un truc qui va nous empêcher de le faire. Ah. Et c'est ça qui va... Voilà. Oui, vous parlez beaucoup de ça. Donc, voir le contraste. Voilà. Ah, d'accord. Et c'est ça voir, j'ai envie de faire du sport, mais en fait, il faut que je sois honnête. Ouais. Voilà mes obstacles. Et peut-être qu'on n'y arrive pas parce qu'on sous-estime les obstacles et donc on en est victime. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, pour la petite histoire, Gabrielle Oettingen, elle travaille avec son mari, qui est aussi un grand psychologue allemand, qui fait de la recherche. Et elle travaillait sur cet aspect de contraste mental, et lui travaillait sur l'implémentation d'intention. Lui, il avait fait des études avec des toxicomanes, par exemple, en disant, dans le cadre du programme de réinsertion, etc., vous devez rédiger votre CV. Lundi, vous me donnez tous un CV à jour. Donc ça, c'est la moitié du groupe. L'autre moitié, il disait, vous allez tous me remettre un CV lundi, mais dites-moi exactement quel jour, à quelle heure, et où vous serez quand vous le ferez. Ça, j'ai adoré. Et alors, ils disent, je vais faire ça tout à l'heure, je vais faire ça demain matin, quand je serai dans ma cuisine. Okay, et eux, ils sont, en gros, 2 fois ou 3 fois plus nombreux. Donc, il s'est rendu compte. Et ensuite, ils ont, comme ils étaient mariés femmes, ils se sont dit, on va faire une seule méthode avec nos deux. Et ils ont fait la méthode en 4 étapes, parce qu'ils avaient chacun inventé une partie des étapes, en fait. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé ça. Je me suis dit, mais vous dites, il y a d'autres approches, il y a d'autres solutions pour réussir à mettre en application mon intention. Il y a toute une science des bonnes résolutions, en quelque sorte. Mais ce n'est pas l'objet principal du livre. Enfin, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que je réussisse à faire quelque chose? Par exemple, juste un exemple. Vous voulez vous mettre au sport? Oui, enfin, faire 15 minutes de vélo par jour. Tous les jours, je dis que je dois le faire. C'est quand votre anniversaire? Mon anniversaire, c'est en septembre, donc c'est dans 1 an. Ouais, alors, parce que si vous commencez le 1er janvier, vous commencez le jour de votre anniversaire, vous commencez le premier jour du printemps, vous commencez le premier lundi de décembre. L'idée, tout ce qui donne le sentiment de prendre un nouveau départ, un peu le sentiment de remettre les compteurs à zéro, ça accroît la probabilité qu'on va s'y mettre. Si on dit, et ça a été testé sur plein de trucs. Même ça a été testé pour justement le sport. Venez faire du sport dans la salle de gym, venez quand vous voulez, etc. Bon, vous voyez combien de gens viennent. Si vous faites une annonce qui est lundi, c'est le premier jour du printemps, mettez-vous au sport. C'est dingue. C'est toujours la même chose que vous dites. Ce qui marche n'est pas le plus massu. Nous, on pense, voilà, il faut que je réussisse à faire quelque chose. Plus ça va être massu, plus ça va être radical, plus ça va marcher. Et vous, au fond, dans votre livre, vous montrez, non, c'est plus un petit geste subtil qui permet le déplacement. C'est ce qu'il faut trouver, mais ça passe, d'où l'importance de la recherche, parce que parfois, il y a des choses que l'on fait et qui ont aussi des effets contre-productifs. C'est aussi ce qu'on montre dans le livre. Donc, on ne prétend pas que c'est facile, il suffit de... il y a des expériences totalement incroyables, ou par exemple, des initiatives pour aider des jeunes qui sont en difficulté, soutien scolaire, etc., accompagnement, conseil, aide auprès de la famille, sortie, etc., vont se traduire par 0 amélioration par rapport aux gamins qu'on laisse discuter avec ses copains sur le trottoir tous les soirs. Voire même, ceux qu'on aura accompagnés vont moins bien s'en sortir. Parce qu'en fait, il y a un effet, bien sûr, positif de toute l'aide que vous apportez, mais il y a un effet invisible qui est négatif, c'est qu'il y a un message implicite qui est si on vient m'aider, c'est que je fais partie de ceux qui ne peuvent pas s'en sortir. Ça m'apprend quelque chose sur moi. Et donc, encore une fois, c'est toute cette question de l'interprétation de ce qui m'arrive, moi, en tant qu'individu. Il faut modifier l'interprétation dans un sens qui va être favorable et faire très attention à ne pas modifier les interprétations dans un sens, au contraire, qui serait et comment faire dans ce cas-là? Alors,
Il n'y a pas de formule magique. La seule chose qui permette de savoir vraiment, c'est de faire des recherches, c'est de faire des expériences avec des groupes nombreux. Vous travaillez, vous, dans les écoles vous avez fondé une association qui aide beaucoup les jeunes en difficulté dans les écoles, qui ont des difficultés scolaires. Alors, quelles sont les pistes, par exemple, que vous avez Alors, effectivement, Énergie Jeune, c'est le nom de cette association qui intervient partout en France. On a tous les ans plus de 120 000 enfants qui passent dans nos programmes. On va les trouver où ils sont, dans les salles de classe, en fait. Et on fait des programmes très courts, justement, pour provoquer des déclics. Alors, un exemple, on s'appuie sur les travaux de Carol Dweck de Stanford, aux États-Unis, qui a compris que... Enfin, elle fait des expériences assez étonnantes. Elle va au départ dans des salles de classe et elle dit aux élèves, leur fait faire différents exercices, puis elle dit il reste un quart d'heure, on a le temps de faire un exercice, il y en a un qui est très facile, bon, il y en a un, j'hésite parce qu'il est plus difficile, je ne suis pas sûr qu'en un quart d'heure vous puissiez le réussir. Qu'est-ce que vous préférez? Et vous avez la moitié des élèves qui disent on va faire le truc facile, et l'autre moitié qui dit non, on n'a qu'à essayer l'autre. Et elle se rend compte que ce comportement-là, il permet de prédire ce qui va se passer pour les élèves par la suite. C'est-à-dire que ceux qui préfèrent le truc facile, c'est ceux dont les résultats scolaires vont baisser, c'est ceux qui auront le plus de mal. Et les autres vont... Bon. Et donc, elle se demande, mais qu'est-ce qui explique que certains élèves sont prêts à essayer le truc difficile et d'autres pas? Et elle se rend compte que ça va avec une croyance de base sur, au fond, est-ce qu'on est comme on est ou est-ce qu'on peut se développer? Par exemple, elle fait des tests, elle demande aux élèves par questionnaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour dire on est tous doués dans certains domaines, pas dans d'autres. Et vous avez, en France, c'est 56% des élèves qui disent oui, on est tous doués dans certains domaines, pas dans d'autres. Alors le problème, c'est que par exemple, si je dis moi je suis doué en foot, mais pas en maths, tout de suite l'interprétation que je vais faire si j'ai une mauvaise note en maths, ça va me conforter dans l'idée que je ne suis pas doué et j'ai aucune envie de faire des efforts en maths pour en plus me ridiculiser et avoir des mauvaises notes. Je préfère chahuter ou sécher les cours, etc. Puis vous avez quand même une forte minorité qui dit non, on n'est pas d'accord qu'on est doué ou pas doué. Plus on bosse, plus on progresse. Et donc, en quelque sorte, pour les premiers, les capacités sont figées. Le cerveau, c'est un truc qu'on a comme un os, ça ne va pas bouger. Et pour les autres, on peut se développer, on peut se progresser en foot, mais on peut aussi progresser en maths. Et donc, quand il s'agit de faire un exercice qu'on n'est pas sûr de réussir, si je pense qu'on est doué ou pas doué, je n'ai pas envie de faire un exercice qui va me montrer que je ne suis pas doué. Je préfère ne pas le faire. Je préfère faire un truc facile que je suis sûr de réussir. Et si j'échoue, je vais me décourager. Alors que si j'ai cet état d'esprit, ce qu'elle appelle l'état d'esprit de développement, l'idée que plus on s'entraîne, plus on progresse, je suis prêt à essayer des choses difficiles, je suis prêt à m'accrocher si j'ai du mal. Et donc, une des choses... Et alors, ce qu'a montré Carol Dweck, c'est sa découverte absolument incroyable, c'est qu'on peut changer cette croyance en quelques minutes. En quelques minutes, on peut changer cette croyance et c'est définitif. Alors allons-y. Ouais. Moi, je suis sûr que je suis nul en maths et en sciences. alors Carol Dweck, je veux bien le faire. Hein. Voilà. Alors, la méthode ne va pas être la même pour des enfants ou pour des adultes. Mais pour des enfants, par exemple, elle va simplement dire on va faire un cours sur le cerveau. On va faire un cours sur le cerveau et elle va expliquer que le cerveau est un peu comme un muscle, c'est pas exactement un muscle, mais un peu comme un muscle. C'est-à-dire que quand on apprend, on fait des efforts, certaines zones du cerveau grossissent, comme des muscles qu'on aurait fait, que des connexions entre des parties du cerveau s'accélèrent. Et que ça explique pourquoi des choses qui au départ sont très difficiles, on a l'impression qu'on n'est pas doué, par exemple au départ, écrire. C'est difficile d'écrire pour un petit... Après, écrire, ça devient facile. Un jeu vidéo, au début, on est maladroit, etc. Puis après, les gamins en jeu vidéo, mais c'est pas leurs doigts qui ont progressé, c'est que leur cerveau, en fait, s'est adapté. Et donc, on leur dit pas plus que ça, mais ça modifie l'interprétation des choses et ensuite, voilà. Donc ça, on travaille sur ce type de choses avec l'association Énergie Jeune pour modifier ce type de croyances. Et on a la chance d'avoir une étude de très très grande ampleur qui a été menée par des chercheurs indépendants et qui montre qu'effectivement, les programmes d'Énergie Jeune vont modifier des représentations mentales chez les élèves, vont élever leurs aspirations. Ils croient davantage en leur capacité, par exemple, à aller plus loin, un petit peu plus loin dans les études. Ça va modifier leur comportement et ça se traduit par une amélioration des notes par rapport aux élèves dans les mêmes établissements scolaires, mais qui ne bénéficient pas du programme. Merci infiniment. C'est vraiment passionnant de découvrir un peu comment fonctionne notre esprit et comment réussir à pouvoir aller de l'avant. La formidable leçon de ce que vous dites, c'est que c'est
Ça demande un peu de précision, mais c'est moins dur que ce que l'on croit de changer. C'est comme ça la grande leçon de votre livre. C'est pas, voilà, par des, comme je disais tout à l'heure, par un bulldozer, par la méthode coercitive, par des trucs énormes. C'est juste un petit changement de perspective qui peut nous aider. J'invite tout le monde à lire votre livre qui est passionnant. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a passionné comme moi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Vous allez voir, les prochains dialogues sont... je vous réserve des surprises surprenantes. Et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous embrasse.